À la lecture du testament de grand-père, ma sœur a engagé un avocat à 15 000 $ et à tout prix, sa succession de 2,3 millions, sa voiture, son argent. Je n'ai rien eu, seulement sa clé de cabane sans valeur. Elle a souri, profite de cette vieille cabane. Le 9e jour de nettoyage, j'ai trouvé une boîte en bois. À l'intérieur, une lettre et une carte indiquant des coordonnées vers. Elle n'est pas du genre à gérer une succession. C'est ce qu'Adrienne a dit à l'Assemblée lorsque Neville Callaway a demandé si quelqu'un avait des questions sur la distribution. Je m'appelle Jenny Pazzarelli, j'ai 29 ans, et j'étais assise à 1,20 m lorsque ma sœur a utilisé ces 9 mots pour sceller un testament qui lui donnait tout, 2,3 millions de $, la Packard de 1962. Grand-père Bruno. Ses économies, ses placements, son nom sur tous les comptes. Ce que j'ai reçu était une clé en laiton, une étiquette laminée indiquant cabane, comté d'Augusta, et sa voix me suivant jusqu'à l'ascenseur, profite de cette vieille cabane. Je travaille comme parajuriste. Je connaissais chaque mouvement procédural qu'elle avait fait avant même d'avoir fini de lire le document. Mais je savais aussi quelque chose qu'elle ignorait. Grand-père Bruno se préparait à ce moment depuis 6 ans, et la cabane était l'endroit où il avait caché la preuve. Je suis arrivé chez Callaway et Pierce 10 minutes en avance. Le cabinet occupait le 4e étage d'un immeuble sur Main Street à Charlottesville, le genre d'immeuble où le hall sent le policitron et la vieille moquette, où l'ascenseur monte assez lentement pour vous faire prendre conscience de chaque étage que vous passez. La réceptionniste a demandé mon nom, l'a écrit sur une carte de visite, et m'a dit de m'asseoir. La salle de conférence était visible à travers un panneau de verre dans la zone d'attente. Adrienne était déjà à l'intérieur. Elle était assise à la table en noyer avec Fletcher à ses côtés. Fletcher Drummond, son mari, qui possédait 3 propriétés commerciales dans la vallée de Shenandoah, et parlait avec la cadence mesurée de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de se presser. Neville Callaway était en bout de table. Et il parlait comme les gens qui se connaissent déjà, pas formellement, pas comme on parle à un avocat dont on n'a visité le bureau que 2 fois dans sa vie, mais comme on parle à quelqu'un qui a déjà confirmé le résultat. J'ai regardé à travers la vitre. Fletcher a fait une remarque. Callaway a hoché la tête, a écrit quelque chose sur un bloc-notes, a hoché la tête à nouveau. La posture d'Adrienne était celle de quelqu'un assis à une table qu'elle possède. Patrice Holden est entré derrière moi, la meilleure amie d'Adrienne. Elle m'avait été présentée 6 ans plus tôt lors d'un dîner de Noël auquel je n'étais pas censé assister. Elle portait un mince dossier et n'a pas établi de contact visuel avec qui que ce soit dans la zone d'attente. Quand la réceptionniste m'a fait entrer, Adrienne a dit « Oh, tu es venu. » Nous étions inquiètes pour le trajet. Je me suis assise. Il y avait 2 jeux de documents sur la table. Un devant Adrienne, un devant Callaway. Rien devant moi. Neville Callaway avait 62 ans, estimais-je, des cheveux gris argentés, un costume qui lui allait bien sans être ostentatoire. Il avait le calme professionnel de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles qui changent la forme d'une famille. Il a ouvert son dossier sans se presser. Il a demandé si tout le monde était présent. Tout le monde était présent. Il a demandé si quelqu'un avait des questions avant de commencer. Personne n'a posé de questions. Il a commencé. La succession de Bruno Pazzarelli, décédé le 1er septembre 2025, âgé de 82 ans. Valeur totale évaluée au moment du décès. 2 312 400 $. J'ai noté la date du notaire sur le document que Callaway a glissé vers le centre de la table, mars 2025, 6 mois avant le décès de grand-père Bruno. Et le précédent testament, celui que je connaissais, celui qu'il avait mentionné une fois en passant, avait été signé en 2018. Quelque chose avait changé entre 2018 et mars de cette année. Je ne savais pas quoi. Mais j'ai noté la date. Callaway a lu la distribution.
La maison sur Maple Drive, valeur estimée, 890 000 $ à Adrienne Pasarelli Drummond. Fletcher a fait un petit mouvement de satisfaction avec sa main, pas un geste exactement, plutôt un relâchement de quelque chose déjà tenu. Les comptes d'épargne conjoints. Solde combiné d'environ 410 000 $ à Adrienne Pasarelli Drummond. Le portefeuille d'investissement géré par Charlotteville Capital Group, valeur actuelle. 682 000 $ à Adrienne Pasarelli Drummond. La Packard Oak de 1962, restaurée. Actuellement garée à la propriété Maple Crest, valeur estimée, 85 000 $ à Adrienne Pasarelli Drummond. Biens personnels, articles ménagers, bijoux. Héritages familiaux à Adrienne Pasarelli Drummond. Adrienne ne regardait personne en particulier. Elle était aussi composée qu'un meuble, solide. Arrangé, occupant exactement l'espace où elle avait été placée. Chaque fois que Callaway lisait une clause, Patrice Holden faisait une petite marque sur son bloc-notes. Je ne comprenais pas ce qu'elle marquait. Je comprenais la fonction qu'elle servait. Elle était là pour donner l'impression que la pièce contenait des témoins neutres. Callaway a tourné la dernière page. Il l'a lu avec le même ton neutre qu'il avait utilisé pour toutes les autres. À ma petite fille, Eugenia Jenny Pasarelli, je lègue la propriété de la cabane située dans le comté d'Augusta, en Virginie, et tous les effets personnels qui s'y trouvent, à laquelle l'accès est donné par la clé détenue en séquestre à ce bureau. Il a produit une petite enveloppe. Il l'a placée sur la table devant moi. Je l'ai ouverte. Une clé en laiton sur un ruban argenté délavé. Une étiquette manuscrite. Son écriture. L'encre bleue foncée du stylo Parker qu'il avait porté pendant 30 ans, lisant. Cabane comté d'Augusta. Adrienne l'a regardé. Elle m'a regardé. Elle a souri. De la façon dont elle avait souri à des choses toute sa vie qu'elle avait déjà décidées comme étant sans importance. Profite de cette vieille cabane, Jenny. Grand-père a toujours dit que tu l'aimais là-bas, a ajouté Fletcher avec la générosité particulière d'un homme qui sait qu'il a déjà gagné. Tu as la pièce sentimentale. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Patrice Holden a hoché la tête. Callaway a demandé s'il y avait des questions. Adrienne a dit que non. Je n'ai rien dit. Callaway a remercié tout le monde pour leur temps. J'étais parajuriste, j'avais lu l'intégralité du testament en 40 secondes et j'avais trouvé 3 choses qui ne collaient pas. La première était la date du notaire, un testament révisé 6 mois avant le décès, le même mois que la première hospitalisation documentée de Bruno, rédigée par l'avocat que ma sœur avait apparemment rencontré bien avant que l'un de nous n'ait de raison de rencontrer des avocats. La deuxième était le libellé concernant la parcelle de la cabane. Le phrasé était spécifique, la propriété de la cabane située dans le comté d'Augusta, mais il ne nommait que la parcelle, pas le terrain environnant. Dans mon travail, j'avais vu ce genre de précision utilisée de deux manières, par des personnes qui étaient prudentes quant à ce qu'elles incluaient, et par des personnes qui étaient prudentes quant à ce qu'elles laissaient de côté. La troisième était la clé elle-même. Lorsque quelque chose est détenu en séquestre à ce bureau et récupéré lors d'une lecture de testament, il y a une chaîne de manipulation derrière cela. La clé n'avait pas été trouvée dans un tiroir. Quelqu'un l'avait apportée à Callaway et Pierce l'y avait laissé délibérément avec un ensemble d'instructions qui ne m'avaient pas été montrées. J'ai suivi Adrienne et Fletcher dans le couloir. À travers la vitre derrière. Moi, j'ai vu Callaway et Adrienne se serrer la main, non pas la poignée de main de la conclusion, mais la poignée de main de l'achèvement. Fletcher a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et Callaway a souri, le petit sourire contenu de quelqu'un dont la facture serait payée à temps. J'ai pris l'ascenseur. Seul. Sur le parking, je me suis tenu à côté de ma voiture et j'ai regardé la clé dans ma paume. Le ruban était délavé, d'un argent pâle, adouci par l'usage.
Mais l'encre sur l'étiquette était foncée, fraîche, sombre. Cette encre n'était pas restée dans un tiroir pendant des années. Grand-père Bruno avait donné cela à quelqu'un récemment. Il n'avait jamais rien fait sans raison. Il était tailleur de pierre, il avait passé 40 ans à placer des pierres individuelles à des positions spécifiques parce qu'il comprenait qu'un mur n'est aussi solide que sa couche la moins considérée. Il ne plaçait pas les choses négligemment, il ne les remettait pas négligemment. Je me suis souvenu de quelque chose qu'il m'avait dit quand j'avais 14 ans, sur le porche de la cabane, avec une carte topographique étalée entre nous, la Terre dit toujours la vérité, génie. Il faut juste savoir la lire. J'avais pensé qu'il parlait de géologie. J'ai conduit chez moi. Je n'ai appelé personne. J'ai mis la clé dans ma poche de manteau et j'ai pensé à la date du notaire sur un testament qui ne m'avait jamais été montré. Je suis retourné travailler le lundi suivant. Le cabinet où je travaillais était petit, 3 avocats, 2 parajuristes, une imprimante partagée qui se coinçait régulièrement. Un des avocats, qui me connaissait depuis 4 ans, m'a dit « J'ai appris pour votre grand-père. Je suis désolé. » Je l'ai remercié. C'en était tout. Adrienne a envoyé un SMS mercredi. Le message était tiède, comme un verre d'eau resté sur un comptoir depuis le matin. Salut, je prends des nouvelles. Dis-moi pour la cabane. Fletcher a un contact à Staunton qui fait des évaluations de propriété rurale. Ça pourrait être utile avant que tu ne décides quoi que ce soit. Je l'ai lu. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau. J'ai consulté le code de Virginie sur les actes de donation. Je n'étais pas avocate, mais j'avais traité suffisamment de transferts de biens immobiliers pour connaître la teneur de la question. Un acte de donation, pour être exécutoire en Virginie, exigeait la remise et l'acceptation du vivant du donateur. Si Bruno avait signé un acte de donation pour la parcelle de la cabane et ne l'avait pas enregistré avant sa mort, la question de la validité dépendrait de savoir si la remise avait eu lieu, la clé détenue en séquestre au bureau de Callaway pourrait constituer une remise constructive, ou non. Je n'en savais pas encore assez pour savoir, mais je commençais à soupçonner que je n'étais pas censé savoir, pas sans aller le découvrir moi-même. J'ai ouvert la carte SIG du comté d'Augusta en ligne, accessible gratuitement au public. J'ai recherché la parcelle 0614C, 12 acres, enregistrée au nom de la succession de Bruno Pasarelli, une structure sur le site, aucun transfert récent. Puis j'ai dézoomé. Les parcelles entourant le 0614C étaient étiquetées d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant sur cette interface. Au lieu du nom d'un propriétaire individuel, chacune d'elles portait la même annotation. Propriété d'entité, voire registre du greffier. Je suis resté là un instant. Pas le nom d'une personne, une entité, quelque chose enregistré dans un système différent, une structure commerciale, une société à responsabilité limitée, une fiducie, quelque chose qui existait dans un registre de comté. Séparé d'un nom de propriété standard. Je l'ai noté. Parcelle de propriété d'entité adjacente au 0614C, voire registre du greffier. Trouver quelle entité. Trouver qui la contrôle. J'ai appelé le bureau du greffier du comté d'Augusta cet après-midi-là. Cette parcelle est dans le système, m'a dit la femme qui a répondu. Mais il y a des parcelles adjacentes sous une autre immatriculation. Vous devriez venir pour obtenir la chaîne de titre complète. Autre immatriculation? J'ai dit, comme une structure de dépôt différente. C'est ça. Venez et nous pourrons vous montrer. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre le parking et la ligne d'arbres au-delà. J'avais été assise dans une pièce où l'intégralité de la succession de mon grand-père avait été distribuée à ma sœur, et il y avait des parcelles adjacentes à la seule.
Chose qu'il m'avait laissée qui était enregistrée sous quelque chose que personne dans cette pièce n'avait mentionné. J'ai pris 2 semaines de congé et j'ai commencé à faire mes valises. Le trajet de Charlottesville à la cabane a duré 4 heures. Les derniers 4 kilomètres étaient un chemin de terre, étroit, inégal, le genre qui donne l'impression que votre voiture vous pose une question dont elle connaît déjà la réponse. Je l'avais parcouru chaque été, de mes 4 ans à mes 14 ans. Je ne l'avais pas parcouru depuis 2 ans. La cabane se trouvait au bord d'une clairière, adossée au contrefort des Blue Ridge Mountains. Grand-père Bruno l'avait construite en 1966, avant d'être marié, avant d'avoir des enfants, avant qu'il n'y ait rien d'autre que lui et la terre, et un plan qu'il avait porté à travers un océan dans sa tête. Il était tailleur de pierre de métier. Les murs étaient en pierre des champs, locales, irrégulières, ajustées sans mortier, sans fente où l'on pourrait passer une lame. Il n'avait pas eu besoin d'aide. Il avait eu besoin de temps et d'une norme qu'il ne voulait pas abaisser. J'ai utilisé la clé en laiton pour ouvrir la porte d'entrée le 23 septembre. À l'intérieur, de la poussière sur chaque surface, mais pas la poussière d'un véritable abandon. Les meubles étaient drapés de draps de coton, de vieux draps, mais propres. La vaisselle dans le placard était correctement empilée. Les livres sur l'étagère au-dessus de la cheminée étaient bien droits à leur place. J'ai passé mon doigt le long d'un dos, une fine couche de poussière, pas 2 ans d'accumulation. Sur le mur de la cuisine, un calendrier en papier. Août 2025. Je suis resté dans l'embrasure de la cuisine et les regardais longuement. Adrienne avait dit à l'assistance, lors de la lecture du testament, que la cabane était vide depuis 2023. Elle l'avait dit comme elle disait tout. Clairement, avec la confiance de quelqu'un à qui on n'a jamais demandé de fournir une source. Le calendrier sur le mur datait d'il y a 2 mois. 3. Date de la 2e semaine d'août était marquée au stylo à billes rouges. Les marques étaient précises, pas occasionnelles. Il avait été ici en août, 17 jours avant sa mort. J'ai appelé la compagnie d'électricité cet après-midi-là. J'ai posé des questions sur le compte d'électricité de la propriété. Le compte est toujours actif sous Bruno Pasarelli, a dit la représentante. Les paiements sont à jour jusqu'en août. À jour jusqu'en août. J'ai passé les 8 jours suivants à nettoyer de manière méthodique, comme je le fais quand je pense à autre chose. J'ai balayé, j'ai frotté, j'ai vérifié les tuyaux et je les ai trouvés intacts. J'ai testé les lumières et je les ai trouvées allumées. Quelqu'un avait entretenu cet endroit, payé les factures, vérifié la structure, le gardant en état de service pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le sentiment et tout à voir avec l'intention. Les 4e et 5e jours, j'ai parcouru les étagères. Grand-père Bruno n'était pas un grand lecteur, mais ce qu'il possédait était délibéré. 3. Livre sur le droit foncier de Virginie, 2 sur l'arpentage de propriété, 1. Livre de poche sur les droits d'eau dans le corridor des Appalaches. Dans le coin supérieur de l'étagère, glissé horizontalement sur le dessus des volumes verticaux, un petit carnet à couverture vert foncé. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai posé sur la table et j'ai continué à nettoyer. Les 6e et 7e jours, j'ai nettoyé la cheminée. C'était la pièce maîtresse de la cabane, un large foyer construit avec les mêmes pierres des champs que les murs, ce qui signifiait qu'elle était là depuis 1966, placée par ses mains la première année où il avait possédé le terrain. Je connaissais ça. Technique. Je l'avais regardé travailler quand j'étais enfant. Chaque joint était de lui. Le 8e jour, j'ai remarqué quelque chose. Dans le coin inférieur gauche de l'encadrement de la cheminée, une pierre était légèrement inclinée différemment des autres. Sa couleur était un peu différente, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour le remarquer une fois qu'on y prêtait attention. Le mortier autour ne suivait pas le même motif que le reste du travail.
Il ne faisait pas d'erreur de mortier. Il n'en avait jamais fait. Je l'ai pressée légèrement avec ma paume. Elle a bougé juste assez pour confirmer qu'elle était lâche, juste assez pour confirmer que c'était voulu. Je suis allé me coucher. Il me faudrait une meilleure lumière, il me faudrait un outil. Le matin du 1er octobre, j'ai trouvé un grattoir à lame étroite dans l'annexe. Derrière la cabane, du genre utilisé pour nettoyer entre les pierres lors des travaux de rejointoiement. Je l'ai ramené à l'intérieur, me suis positionné devant la cheminée et j'ai travaillé avec précaution. La pierre s'est détachée à la 3e tentative. Derrière, il y avait une cavité d'environ 30 cm de profondeur, tapissée à l'intérieur de planches de pin, lisses, scellées, construites pour résister à l'humidité. Ce n'était pas une pierre lâche. C'était un compartiment. Il l'avait construit de la même manière qu'il construisait des murs, avec un but, avec précision, en supposant qu'il devrait tenir pendant des décennies. À l'intérieur du compartiment se trouvait une boîte en bois. Je l'ai sortie. La boîte était en noyer, foncé, dense, peut-être 30 cm par 20 par 10. Et les assemblages au coin étaient taillés à la main. J'ai reconnu son travail. Il avait fabriqué des boîtes plus petites comme celle-ci pour des lettres et des photographies quand j'étais jeune. De petites choses avec le même grain et le même poids. C'était la même main, la même finition. Dans le coin inférieur droit de la face avant de la boîte, gravé dans le bois avec un outil de gravure, GP, 1996. GP, Jenny Pasarelli, 1996. L'année de ma naissance. Je me suis assise sur le sol en pierre. La lumière du matin traversait la fenêtre et tombait sur mes mains. J'ai tenu la boîte et je n'ai pas bougé pendant un moment. Il l'avait faite l'année de ma naissance. Il l'avait placée derrière une pierre qu'il avait insérée dans la cheminée à un moment donné après cela, non. Pas en 1966, mais plus tard, quand il y avait une raison de le faire. Il avait su, avant que je ne sache lire, avant que je ne comprenne quoi que ce soit sur le droit des successions ou les dynamiques familiales ou la forme particulière de la trahison. Qu'un jour viendrait où il aurait besoin de me laisser quelque chose qui ne pourrait pas être démontée dans une salle de conférence. La boîte avait un petit cadenas. J'ai regardé la clé en laiton dans ma main. Je l'ai essayé. Elle a tourné. À l'intérieur de la boîte, soigneusement rangée, se trouvait une épaisse enveloppe blanche scellée d'un petit seau de cire en forme de lettre B, une feuille de papier pliée en 4, épaisse, dont je pouvais voir à travers le pli des lignes tracées à la main. Un mince dossier Bristol avec une étiquette manuscrite sur la languette, et une carte de visite agrafée à un petit carré de papier à lettres. J'ai vérifié mon téléphone. 7h23 du matin. Dehors, rien d'autre que le vent et la ligne de crête lointaine. J'ai mis la carte de visite de côté et j'ai lu le papier à lettres en premier. 2 phrases, appellerait. Il sait tout. La carte de visite, Raymond Cutler, avocat, Cutler et Waverly. Une adresse sur Court Street à Staunton, Virginie. À 40 minutes d'ici. L'étiquette du dossier Bristol, de son écriture, Pasarelli Land Holdings. Session. J'ai regardé le papier plié, les lignes tracées à la main visibles à travers le pli. J'ai regardé l'enveloppe scellée. J'ai pris l'enveloppe. Le seau de cire sur le rabat portait une petite empreinte, un B majuscule. Simplement pressé, proprement fait. Je l'ai brisé avec précaution et j'ai sorti 2 pages de papier pliées ensemble. L'écriture était de son encre bleu foncé. La calligraphie lourde de quelqu'un qui avait appris à écrire dans une langue différente et s'était adapté à l'anglais pendant des décennies sans perdre le poids de l'original. Les lignes étaient délibérées. Rien n'était barré. La première ligne disait, « Jenny, si tu lis ceci, tu as trouvé la clé. Bonne fille. »
Il a commencé la lettre sans préambule, comme il faisait la plupart des choses. Il m'a dit qu'il savait depuis plusieurs années que la fin de sa vie impliquerait une querelle sur ce qu'il avait construit. Non pas parce qu'il était pessimiste, mais parce qu'il avait observé attentivement sa famille et compris comment chacun de ses membres valorisait les choses. Adrienne avait toujours compté ce qu'elle pouvait voir. Elle comptait la maison, les comptes, le portefeuille, la voiture. Elle comptait bien. Elle avait épousé un homme qui comptait de la même manière. Et ensemble, ils étaient devenus très habiles à s'assurer que le chiffre visible leur soit favorable. Quand il a commencé à ralentir, elle avait commencé à prendre des dispositions. Il l'avait remarqué. Il l'avait laissé faire. Il a écrit qu'il aurait pu se battre directement, il aurait pu contester le processus de révision, impliquer un autre avocat dès le début, faire un procès de ce qu'il voyait se passer, mais il avait 80 ans et il était fatigué d'une manière qui dépasse le corps, et plus que cela. Il ne voulait pas que les derniers mois de sa vie soient une guerre. Il était venu dans ce pays sans rien, avait construit tout ce qu'il possédait avec ses mains. Et son dos et 40 ans de travail acharné, et il ne voulait pas passer la fin de sa vie dans une salle de conférence à discuter de paperasse. Alors il a fait ce qu'il savait faire. Il a construit autour, une pierre à la fois, étalée sur 6 ans, dans un silence complet. J'ai lu ce paragraphe 2 fois. Il avait commencé à travailler avec Raymond Cutler au printemps 2019, un avocat de Staunton, pas de Charlottesville, sans aucun lien avec Callaway et Pierce, et aucune raison d'apparaître près de la paperasse familiale. Entre 2019 et 2022, il avait transféré les terres entourant la cabane, 8 parcelles au total. Numéroté 0614 AJ, couvrant 214 acres des contreforts des Blue Ridge Mountains, dans une société à responsabilité limitée de Virginie appelée Pasarelli Land Holdings. Pas en un seul transfert, mais en 8 actes distincts. Étalés sur 3 ans, chacun assez petit pour être anodin, chacun déposé discrètement dans le comté d'Augusta sans attirer l'attention de quiconque aurait pu surveiller sa succession. Il a écrit, la SARL ne fait pas partie de la succession. Elle n'est pas soumise au testament. Elle n'a jamais été soumise au testament. Elle est devenue la tienne au moment où j'ai signé la cession. La cession, le dossier Bristol. Il avait signé un transfert d'attribution de parts de membres en 2023, me transférant 100% des parts de Pasarelli Land Holdings. Notarié par un notaire de Staunton, pas de Charlottesville, pas du tout dans l'orbite de Callaway. Il a également écrit au sujet de la parcelle de la cabane elle-même, la parcelle 0614C. Il avait signé un acte de donation me nommant bénéficiaire. L'acte n'avait pas été enregistré au bureau du greffier du comté d'Augusta. Il a expliqué pourquoi il avait été malade, puis son état s'était aggravé. L'enregistrement n'avait pas eu lieu avant sa mort, mais la livraison avait eu lieu. Il avait remis la clé au bureau de Callaway avec des instructions écrites, stipulant qu'elle devait m'être remise lors de la lecture du testament. Selon la jurisprudence de Virginie, il croyait, et Ray avait confirmé, que cela constituait une livraison constructive suffisante pour soutenir la validité de l'acte de donation. Puis il a abordé ce qui se trouvait dans le dossier, à côté de la cession. En 2022, une société appelée Appalachian Natural Resource Group l'avait approché pour un bail de droits miniers. Les terres sous ces parcelles contenaient des gisements de gaz naturel et d'autres ressources souterraines que la société voulait exploiter. Il avait négocié avec soin avec Ray pendant la majeure partie de 3 ans. En août de cette année, 17 jours avant sa mort, il avait signé un accord préliminaire exprimant son intention d'exécuter le bail. L'offre portait sur un bail de 30 ans, d'une valeur totale de 5,2 millions de dollars, avec 1,8 million de dollars à la signature, le reste en redevance sur la durée de l'accord. L'offre avait une limite de temps. Elle était valable 90 jours après son décès vérifié. Il était décédé le 1er septembre.
90 jours à partir du 1er septembre, c'était le 30 novembre. Nous étions maintenant le 1er octobre. J'avais 60 jours. Il a conclu la lettre ainsi. Il s'est souvenu des étés quand j'étais jeune. Il s'est souvenu de la façon dont je posais des questions sur les cartes topographiques qu'il gardait sur la table du Porsche, pourquoi les lignes courbes se dessinaient ainsi, ce qu'elles mesuraient, comment on pouvait apprendre la forme d'une colline à partir d'un morceau de papier. Il a dit que j'avais toujours posé les bonnes questions, même quand je ne savais pas que c'était les bonnes. Il a écrit, la terre est tienne, elle l'a toujours été. Appel. Ré avant le 15 octobre. J'ai posé la lettre sur la table de la cabane. Je suis resté assise 2 minutes, peut-être 3. Puis j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai photographié chaque page de la lettre, les initiales gravées, le compartiment derrière la pierre, la carte de visite. J'ai ouvert mon carnet à une page propre et j'ai dessiné un tableau. Date limite. J'ai noté tout ce que je savais. J'ai noté ce qu'il me restait à confirmer. 60 jours. J'avais travaillé avec moins, et cette fois, il avait déjà fait la majeure partie du travail. J'ai pris le papier plié, la carte et je l'ai ouverte. C'était une carte topographique du USGS pour le comté d'Augusta, photocopiée et annotée à la main. Son écriture était partout, avec le même stylo que la lettre, marquant les parcelles avec leurs numéros, les reliant par des lignes tracées à la main, des dates en petits caractères à côté de chacune. Au centre de la carte, encerclée en rouge, la parcelle 0614C, la cabane. Autour, en bleu, 8 parcelles dessinées. Et étiquetées, 0614A, 0614B, 0614D, 0614E, 0614F, 0614G, 0614H, 0614J. Chacune portait une date, la date de son transfert dans la SARL, et une notation indiquant la superficie. Je les ai additionnées au dos de mon carnet. 21, 18, 30, 27, 31, 22, 29, 36, 21 accros total. La cabane se trouvait au centre de tout cela, comme la clé de voûte d'une arche. Dans le coin inférieur droit de la carte, dans un petit cadre qu'il avait dessiné à la main, il avait écrit PL Holdings et en dessous, levée minier 2022 ses dossiers rapport. Appalachian. J'ai ouvert le dossier Bristol. 3 documents, ordonnés précisément comme il ordonnait tout. Le premier était l'accord d'exploitation de la SARL de Virginie. Pour Pasarelli Land Holdings, daté de 2019, avec Bruno Pasarelli répertorié comme seul membre. Joint à cela, le document de transfert d'attribution de parts de membres, daté de juillet 2023, signé par Bruno, transférant 100% des parts à Eugenia Jenny Pasarelli. Le sceau du notaire provenait d'un cabinet de Staunton que je ne reconnaissais pas le sceau de Callaway, ni personne de Charlottesville. Le deuxième était l'acte de donation pour la parcelle 0614C. Signé par Bruno me nommant bénéficiaire, notarié. Pas de timbre d'enregistrement. Il n'avait jamais été déposé au comté, mais sa signature y figurait et la notarisation était en bonne et due forme, et Ré lui avait déjà dit que l'argument de la livraison constructive tiendrait. Le troisième document était une lettre à en-tête d'Appalachian Natural Resource Group, adressée à Bruno Pasarelli. Elle décrivait les termes d'un bail de droit minier proposé. Pour les 214 acres détenus par Pasarelli Land Holdings LLC, un accord de 30 ans. D'une valeur totale de 5,2 millions de dollars avec un paiement initial de 1,8 millions de dollars à l'exécution. L'offre comprenait une clause, valable 90 jours suivant le décès vérifié du donateur, à condition qu'un représentant autorisé de la SARL susmentionnée présente l'acceptation exécutée dans le dit délai. Au bas de la lettre, Bruno l'avait paraphé. La date à côté de ses initiales, 15 août 2025. 15 août. J'ai levé les yeux vers le mur de la cuisine.
Le calendrier en papier, août 2025. Les dates marquées en rouge dans la deuxième semaine d'août. Le 15 était l'une d'elles. Il était assis dans cette cuisine. Le 15 août, signant un bail minier qui transférerait 5,2 millions à sa petite fille après sa mort, tandis que l'avocat qui l'avait engagé pour sa succession officielle n'avait aucune idée de l'existence de la SARL. J'ai respiré. Puis j'ai appelé le numéro sur la carte de visite de Raymond Cutler. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Monsieur Cutler, mon nom est Jenny Pasarelli. Je suis la petite fille de Bruno Pasarelli. J'ai trouvé la boîte. Un silence. Puis il a dit que vous appelleriez en octobre. Il a dit, et je le cite directement, Ray, Jenny trouvera la boîte avant le 10e jour. Elle a toujours fait attention. Une pause. Il avait raison sur le calendrier. N'est-ce pas? C'était le 9e jour. Assez proche, ai-je dit. Ray Cutler a expliqué ce que je devais savoir de la manière précise et mesurée avec laquelle les bons avocats expliquent les choses, sans condescendance, sans fioriture, en supposant que la personne à l'autre bout est capable de suivre une séquence logique. Les transferts de la SARL étaient clairs, 8 actes. Tous correctement déposés dans le comté d'Augusta entre 2019 et 2022. L'entité existait indépendamment de la succession, elle n'était pas soumise à l'homologation, elle n'était pas mentionnée dans le testament parce qu'elle n'avait jamais fait partie de la succession à lister. L'acte de donation était plus compliqué. Il n'avait pas été enregistré, ce qui créait une ambiguïté. Mais Ray avait fait des recherches sur la jurisprudence applicable de Virginie et pensait que l'argument de la livraison constructive était solide. Bruno avait remis la clé au bureau de Callaway avec une instruction écrite qu'elle devait m'être remise lors de la lecture du testament. Cette chaîne d'instructions, signée, détenue en séquestre, livrée aux bénéficiaires visés, répondait à la norme de la livraison constructive selon les décisions antérieures de Virginie. C'était défendable. Mieux vaut l'enregistrer maintenant que de laisser cela en suspens. Allez au bureau du greffier du comté d'Augusta aujourd'hui si vous le pouvez, a-t-il dit. Déposez l'acte, payez la taxe de timbre. Une fois enregistré, l'argument de la livraison constructive devient académique. Je lui ai dit que je comprenais. Puis j'ai demandé s'il y avait autre chose que je devais demander en arrivant. Ray a marqué une pause, d'une manière qui suggérait une intention délibérée. Demandez-leur de vous montrer toutes les demandes de transfert en attente déposées sur la propriété au cours des 30 derniers jours. Il y en a une. Déposée il y a 11 jours. Vous devriez la voir avant de faire quoi que ce soit. D'autres? Qu'est-ce que c'est? Je laisserai le greffier vous le dire. Cela aura plus de poids venant du registre. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. J'ai regardé la carte sur la table, le dossier, la lettre, la boîte. J'ai pensé à Adrienne disant que la cabane était vide depuis 2023, se tenant dans une pièce où elle avait organisé pour un avocat de recevoir 15 000 $ pour un processus qu'elle avait déjà mené à sa conclusion. J'ai pensé au calendrier sur le mur de la cuisine. J'ai pensé à la pierre derrière laquelle elle n'avait jamais pensé à regarder. Je suis monté dans ma voiture. Le bureau du greffier du comté d'Augusta se trouvait à Staunton, à 40 minutes de la vallée. Je suis arrivé juste après 14 heures. Le bâtiment était un bâtiment du gouvernement du comté. Comme les bâtiments du gouvernement du comté le sont toujours. Fonctionnels. Légèrement sous-financés, avec un personnel qui comprenait mieux le matériel que ne le suggérait le bâtiment. J'ai demandé la chaîne de titres pour la parcelle 0614C et toutes les parcelles adjacentes. La greffière, une femme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes de lecture sur une chaîne de perles, a sorti les registres. Elle a confirmé ce que je savais déjà, 0614C était enregistré au nom de la succession de Bruno Pasarelli, aucun transfert enregistré.
Mais lorsqu'elle a sorti les parcelles adjacentes, elle a tourné son écran vers moi sans commentaire. Parcelle 0614 va, B, D, E, F, G, H et J. Toutes. Pasarelli Land Holdings LLC. Une société à responsabilité limitée de Virginie. Date de transfert allant de mars 2019 à novembre 2022. Toutes dûment enregistrées, toutes propres. Je voudrais enregistrer un acte, ai-je dit. J'ai produit l'acte de donation du dossier. Elle l'a examiné. Elle a vérifié la notarisation. Elle a tapé. Elle a demandé une pièce d'identité. Je l'ai fournie. Elle a estampillé l'acte et m'a remis un reçu. C'est enregistré, a-t-elle dit. Acte, timbre, taxes payées. Vous êtes sur les registres pour la parcelle 0614C à compter d'aujourd'hui, 1er octobre. Elle m'a glissé la copie estampillée ainsi que le reçu. Reçu. D'enregistrement R25-4892. Merci. Et la propriété des parcelles de la LLC est confirmée? Pasarelli Land Holdings, tout est confirmé? Enregistré. Proprement? Je dois aussi voir toutes les demandes de transfert en attente. Sur la propriété. Mon avocat m'a dit qu'il y en avait une déposée il y a 11 jours. Elle a regardé l'écran. Elle a navigué vers une autre section du système de classement. Elle l'a trouvée. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était une action en déclaration de propriété. Déposée le 22 septembre 2025. 7 jours après la lecture du testament. Requérante, Adrienne Pasarelli. Drummond, avocate inscrite au barreau, Neuville-Callaway, Callaway et Pierce. L'action demandait à la cour de circuit du comté d'Augusta de confirmer officiellement que la parcelle 0614C faisait partie de la succession de Bruno Pasarelli et était donc soumise à la distribution du testament, à Adrienne. J'ai lu le document attentivement. L'action en déclaration de propriété ne nommait que la parcelle 0614C. Il n'y avait aucune mention des parcelles adjacentes. Aucune mention de Pasarelli Land Holdings, aucune mention d'une LLC du tout. Elle avait déposé pour prendre la cabane, juste la cabane. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'entourait. Au bas du dossier de l'action en déclaration de propriété, Callaway avait signé une certification, je certifie avoir effectué une recherche de titre complète de la parcelle en question et de toutes les propriétés adjacentes. Il n'avait rien trouvé. Une recherche de titre complète. Par un avocat agréé, et il n'avait rien trouvé concernant l'entité qui possédait 214 acres autour de la propriété qu'il tentait de réclamer. Je comprenais exactement pourquoi il avait cherché par nom du donateur, Bruno Pasarelli. Les parcelles de la LLC n'étaient pas au nom de Bruno Pasarelli. Elles étaient enregistrées sous une entité dans un registre différent, visible seulement si l'on cherchait l'entité elle-même ou si l'on consultait les numéros de parcelles adjacentes individuellement. Dans le travail de titre rural, c'était une erreur élémentaire mais pas rare. Et cela signifiait que chaque argument juridique que Callaway préparait était bâti sur une fondation qui ne tenait pas compte de 214 acres, d'un bail minier de 30 ans et de 1,8 million de dollars en paiement initial. J'ai pris une photocopie du dossier d'action en déclaration de propriété. J'ai remercié la greffière. Je me suis rendu au parking. Puis j'ai appelé Ray. J'ai enregistré l'acte, ai-je dit. Reçu R202548992. Et j'ai vu l'action en déclaration de propriété. Bien. Une brève pause. Il a cherché par nom. C'est ce que cela ressemble. Callaway a commis une erreur élémentaire, dirait. Il a cherché par nom de donateur, pas par entité. Cela arrive dans le travail de titre rural plus souvent qu'il ne le devrait. Mais cela signifie qu'il vous a donné le récit. Une autre pause. Je déposerai une motion de rejet cet après-midi. L'acte étant maintenant enregistré, l'argument de la
Livraison constructive n'est pas seulement tenable. C'est la seule lecture des preuves. Il le saura d'ici une semaine. Combien de temps avant qu'il ne se retire? 30 jours, peut-être moins. Il n'a pas de dossier. Il a certifié une recherche de titre qui n'a pas trouvé l'entité. Cette certification est maintenant directement contredite par les dépôts de la LLC qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas de voie à suivre. J'ai regardé la ligne de crête. La lumière de fin d'après-midi était plate et uniforme. Mon grand-père savait-il qu'elle viendrait pour la cabane? Une pause réfléchie. Il a dit, et je le cite, Adrienne viendra pour la cabane parce que c'est la seule chose qu'elle peut voir. Cela a toujours été sa limite. Je suis resté avec ça pendant le trajet de retour. 2 jours plus tard, le 3 octobre, je me suis rendu à Staunton pour rencontrer Ray en personne. Cutler et Waverly occupaient un bureau au 2e étage de Court Street, juste en face du tribunal du comté d'Augusta. Le bâtiment était plus ancien que Callaway et Pierce. Les meubles étaient plus usés, les étagères plus densément remplies. Ray Cutler avait 65 ans, estimais-je, des cheveux blancs, une poignée de main ferme, la quiétude particulière de quelqu'un habitué aux pièces où les enjeux étaient réels. Sur son bureau, un ensemble de documents reliés de plus de 2 cm d'épaisseur, le dossier original de la SARL. Chaque acte, la cession de parts, la correspondance avec Appalachian, l'acte de donation, des copies de toutes les confirmations d'enregistrement. Tout ce qu'il avait gardé pendant 6 ans en attendant cette rencontre. Votre grand-père est venu me voir au printemps 2019, a dit Ray. Il a désigné la chaise en face de son bureau. Il s'est assis juste là et m'a dit qu'il devait construire quelque chose qui ne pouvait pas être démonté dans une salle de conférence. Il a écarté les mains. C'est exactement ce que nous avons construit. J'ai signé le formulaire d'acceptation de la cession de part de membres, notarié sur place. Dès cette signature, j'étais le membre dirigeant de Pasarelli Land Holdings LLC, une société à responsabilité limitée de Virginie, détenant 214 acres du comté d'Augusta avec une offre de bail minier en attente, d'une valeur de 5,2 millions de dollars. Ray a rédigé et signé une lettre à Appalachian Natural Resources Group confirmant le représentant autorisé de l'entité. Il a déposé la motion de rejet de l'action en déclaration de propriété. Cet après-midi-là. 5 jours plus tard, le 8 octobre, j'ai reçu un courriel de Dal Forsythe, vice-président des acquisitions foncières chez Appalachian Natural Resources Group. Il confirmait mon statut de représentante autorisée de la SARL. Il exprimait ses condoléances pour le décès de Bruno. Il demandait que nous programmions une réunion pour examiner les termes finaux du bail. C'était professionnel, précis et formel, comme les arrangements de 5,2 millions de dollars ont tendance à l'être. Il restait 53 jours pour l'offre. J'ai répondu que je confirmerais une date de réunion avant le 20 octobre. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Génie. La voix d'Adrienne, mesurée, pas chaleureuse. Elle avait reçu notification de la motion de rejet. Elle en avait lu assez pour comprendre que quelque chose s'était passé qu'elle ne comprenait pas encore. Elle voulait savoir ce qu'elle appelait la situation de la SARL. Elle a demandé qui était Raymond Cutler. Elle m'a dit que Callaway allait tout examiner. Je l'ai laissé finir. L'acte est enregistré, Adrienne, ai-je dit. La parcelle 0614C est à mon nom depuis le 1er octobre. La SARL est une entité distincte. Elle n'a jamais fait partie de la succession et elle n'est pas soumise au testament. Si vous voulez discuter de tout cela plus en détail, vous pouvez contacter Ray Cutler directement. Un silence. Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, a-t-elle dit.
Mais rien de tout cela ne change ce que grand-père voulait. Ce que grand-père voulait, ai-je dit, c'est exactement ce qui se passe. Tu devrais lire les documents de la SARL avant de rappeler. Ça lui fera économiser des heures facturables. J'ai mis fin à l'appel. 2 jours plus tard, Ray m'a appelé. Callaway m'a contacté ce matin. Il a dit qu'il avait demandé une prolongation de 2 semaines pour le retrait de l'action en déclaration de propriété. J'ai refusé. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il avait besoin de temps pour examiner la structure de l'entité. Silence. Il va abandonner, génie. Il sait qu'il n'a pas de dossier. L'acte est enregistré. L'argument de la livraison est documenté. Et sa certification de recherche de titre est contredite par les dépôts de la SARL qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas de voie à suivre. D'accord, ai-je dit. D'accord? A-t-il acquiescé? Le 20 octobre, je suis retourné à Staunton avec Ray. Dal Forsythe nous a rencontrés dans une salle de conférence du bureau régional d'Appalachian. Une pièce pas très grande, pas théâtrale, le genre de pièce où les choses se décident sans fanfare. Forsythe avait la quarantaine avancée, direct, le genre de personnes dont l'attention semblait être une ressource soigneusement allouée. Il avait une copie du bail proposé sur la table. Ray l'avait examiné à l'avance. Nous avons passé 2 heures sur le langage. Ray a négocié 3 modifications. Des restrictions d'accès en surface plus strictes protégeant le site de la cabane et la ligne de crête supérieure des perturbations opérationnelles, des exigences de remise en état plus spécifiques pour toute route d'accès construite pendant l'extraction, et une définition plus claire de la limite de surveillance autour de l'empreinte immédiate de la cabane. Forsythe a accepté les 3. Les modifications ont été documentées dans un addendum joint au bail principal. À la fin de la réunion, j'ai signé. Votre grand-père était l'un des propriétaires fonciers les plus réfléchis avec lesquels nous avons travaillé, a dit Forsythe en refermant sa copie des documents. Il comprenait la valeur de la terre et ce qui valait la peine d'être conservé. Il a toujours dit que la terre dit la vérité, ai-je dit. Forsythe a hoché la tête. Puis il a ajouté, il y a une chose que je voulais mentionner pour votre information. En août, avant son décès, nous avons contacté Callaway et Pierce, pratique courante pour nous lorsqu'un principal est en mauvaise santé, juste pour déterminer s'il y avait une représentation légale avec laquelle nous devions nous coordonner. J'ai attendu. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant d'un intérêt minier sur la succession, a-t-il dit. Ils ont dit que la propriété en question était une petite parcelle de cabane sans valeur estimée significative. La pièce était silencieuse. Le bureau de Callaway vous a dit qu'il n'y avait pas d'intérêt minier, ai-je dit. Oui, en août, 2 semaines avant la mort de mon grand-père. Correct. Merci de me l'avoir dit. Je n'ai rien dit de plus à ce sujet dans cette pièce. 2 jours plus tard, le 22 octobre, j'ai reçu un courriel de Ray. L'objet contenait 7 mots, Callaway a retiré le titre silencieux ce matin. Retrait complet, sans condition. La raison invoquée dans le dossier, la livraison préalable de l'acte de concession du grand-père pour la parcelle en question éteint la demande de la succession. Un langage sec, précis, le genre de langage qu'on ne peut pas contester parce qu'il a déjà décrit la réalité. J'ai imprimé la confirmation de retrait. Je l'ai placée sur la table à côté d'eux. La photocopie de l'action en déclaration de propriété qu'Adrienne avait déposée. Le 22 septembre. 2 feuilles de papier, 37 jours entre elles. C'est tout le temps qu'il avait fallu pour démanteler 6 mois de préparation. Ray a ajouté une note à l'email. La conduite de Callaway, agissant à la fois comme avocat rédacteur du testament révisé et comme avocat d'Adrienne dans l'action en déclaration de propriété, pourrait constituer un conflit d'intérêts.
méritant d'être signalé au barreau de Virginie. C'est entièrement votre décision. Je le signale pour que vous ayez l'option. Je l'ai noté dans mon carnet. Je déciderai plus tard. 3 jours plus tard, le 25 octobre, Adrienne m'a envoyé un long email. Il était écrit dans le langage de la réconciliation familiale. Il parlait de ce que grand-père aurait voulu. Il insistait sur le fait d'aller de l'avant ensemble. Vers la fin, il faisait une offre. Elle était prête à payer 800 000 $ pour une participation de 50% dans Pasarelli Land Holdings LLC. Elle avait fait les calculs. Elle comprenait maintenant ce qu'elle avait manqué. Elle avait calculé un chiffre, l'avait mis en langage professionnel et me l'avait envoyé comme si la question était encore ouverte. Je l'ai lu une fois jusqu'au bout. Puis je l'ai transféré à Ray avec 4 mots. Pour vos dossiers. Je n'ai pas répondu à Adrienne, non pas parce que j'étais en colère. Je n'étais pas spécialement en colère. J'étais une parajuriste qui avait passé 6 semaines à travailler sur une structure juridique que son grand-père avait construite sur 6 ans, et cela avait fonctionné exactement comme il l'avait conçu, et le résultat était ce qu'il avait voulu. Il ne restait rien dans cette situation qui nécessitait ma voix. Adrienne avait pris ce qu'elle pouvait voir. Elle l'avait fait bien et légalement et avec une préparation considérable, mais elle avait regardé la clé en laiton dans ma main et l'avait qualifiée de « sans valeur ». Et ce faisant, elle m'avait dit, à la pièce et au registre, exactement où se terminaient ses connaissances. Début novembre, 1,8 million de $ ont été virés sur le compte de Pasarelli Land Holdings LLC. Le bail a été enregistré dans le comté d'Augusta. Ray a déposé la plainte auprès du barreau de Virginie concernant la conduite de Callaway. L'enquête prendrait du temps et je ne savais pas quel en serait le résultat, et j'ai constaté que je n'avais pas besoin de le savoir. J'ai contacté un cabinet de préservation architecturale pour la cabane, non pas pour la rénover, mais pour la documenter et stabiliser ce qui devait l'être sans changer ce qui ne devait pas l'être. Les murs en pierre étaient en bon état. Ils avaient été construits par quelqu'un qui savait construire pour la permanence. Mais la fenêtre de la cuisine avait un linteau affaissé, et l'une des poutres de toit de l'une des dépendances avait commencé à céder. Je voulais que ces choses soient corrigées sans rien altérer d'autre. Chaque pierre à sa place. C'est l'instruction que j'ai donnée à l'architecte de préservation quand elle m'a demandé quels étaient mes objectifs. À la mi-novembre, je suis retourné seul à la cabane. J'ai apporté la lettre. Je me suis assise sur le porche dans l'après-midi. Les Blue Ridge affichaient leur couleur d'automne, rouille et ambre, et un vert olive foncé qui tenait là. Ligne de crête fermement contre le ciel. J'avais été assis sur ce porche à chaque saison de mon enfance. Et à chacune d'elles, cela avait ressemblé à une version différente du même endroit, sauf que l'endroit lui-même ne changeait jamais. Seule la lumière changeait. Les pierres ne bougeaient jamais. Je me suis souvenu d'un matin d'été, quand j'avais 8 ans. Grand-père Bruno avait déplié une carte topographique sur la même table et l'avait aplatie des 2 mains. Il avait montré les courbes de niveau, les lignes courbes et serrées, qui montraient où la colline était raide. Tu vois ces lignes, génie? Chaque ligne est une histoire. Il faut juste les lire lentement. J'avais demandé quel genre d'histoire il y avait réfléchi. L'histoire de ce qu'il y a en dessous, avait-il dit. J'avais pensé qu'il parlait de la géologie, des couches de sédiments et de pierres pressées en forme pendant des millions d'années jusqu'à ce que la Terre prenne la forme qu'elle avait aujourd'hui. Il ne parlait pas seulement de la géologie. Il avait passé sa vie active à construire des choses destinées à lui survivre. Des murs, des structures, la cabane elle-même. Il avait compris très tôt que les choses qui perdurent sont celles construites en couches, non pas celles qui s'annoncent, mais celles qui tiennent, parce que chaque composant a été placé avec soin.
Il avait construit la SARL de la même manière, 8 parcelles, 8 actes, 3 ans, un avocat à Staunton, un silence complet. Il avait intégré la cession dans la structure la même année qu'il avait écrit la lettre et verrouillé la boîte derrière la pierre. Il s'était préparé au scénario précis qui s'était déroulé dans la salle de conférence de Callaway, et il l'avait fait discrètement, sans en parler à quiconque n'avait pas besoin de savoir. Et il avait eu raison à mon sujet. C'était la partie que je devais assimiler. Il avait su que je trouverais la boîte. Il avait dit à Ray que je la trouverais dans les 10 jours. Il avait su que j'étais parajuriste, que je comprendrais la signification des documents, que j'irais à la source, la terre elle-même, les registres, la chaîne de preuves réelles, plutôt que de me disputer dans une pièce où l'issue avait été arrangée avant mon arrivée. Il avait vu ces choses en moi. Pendant 20 ans, les étés où j'avais 8, 10 et 12 ans et que je posais des questions sur les lignes d'une carte. Il m'avait vu bien avant que je ne me voie clairement moi-même. Le testament avait donné à Adrienne ce qu'il lui devait, la maison, les comptes, la voiture, les placements, des choses qu'il avait construites pendant des années où elle avait été présente, des années où elle avait été une fille. Pour lui, de la manière dont les filles sont des filles. Il lui avait donné ce qu'il devait. Il avait été juste de la manière dont les testaments essaient d'être justes, selon les registres visibles. La boîte m'avait donné ce qu'il avait choisi. J'avais passé ma vie d'adulte sans être tout à fait sûr d'être le genre de personne capable de gérer quelque chose d'important si cela me tombait dessus. Sans être sûr que ma compétence était réelle ou juste une performance. Il avait répondu à cette question 6 ans avant que je ne pense à la poser, il avait construit la réponse dans une structure juridique qui lui survivrait. À la salle de conférence, survivrait à l'avocat d'Adrienne à 15 000 $ et à la recherche de titres incomplètes de Callaway. Et à tous les arrangements faits. Alors que Bruno Pasarelli était alité dans un hôpital en février de l'année dernière. J'ai posé la lettre sur la table du porche. La clé en laiton était toujours dans la poche de mon manteau. Je l'ai sortie et je l'ai placée sur la table, à côté de la lettre. Elle avait ouvert la porte d'entrée de la cabane le matin de mon arrivée. Elle avait ouvert la boîte derrière la pierre le 9e jour. Elle avait fait ce pourquoi il l'avait conçu. 2 serrures, une clé, un plan. Construit sur 29 ans, qui a commencé l'année de ma naissance et s'est terminé au bureau du greffier du comté le 1er octobre, avec un reçu numéroté R 2025-4892. Une taxe de timbre payée, et un acte qui disait, dans le langage sec et officiel de la propriété enregistrée, que la terre était à moi. La notification d'homologation était arrivée en novembre. La succession de Bruno Pasarelli, formellement réglée. Valeur totale, 2 312 400 $. C'est ce que la succession contenait. Elle n'incluait pas 214 acres de contrefort des Blue Ridge Mountains. Elle n'incluait pas un bail de droit minier de 30 ans. Elle n'incluait pas la boîte, ni la lettre, ni la carte, ni les 6 années de préparation soigneuse, étagée et silencieuse qui avaient précédé tout cela. Ces choses n'avaient jamais fait partie de la succession. Elles avaient toujours été miennes. La clé est toujours sur cette table de porche. La cabane est toujours debout. Chaque pierre là où il l'a posée. Et je comprends maintenant ce qu'il me disait. Tous ces étés, étendus sur une carte topographique avec une tasse de mauvais café. Entre nous. La terre dit toujours la vérité. Il avait juste besoin que ce soit moi qui écoute.